La fragilité, un frein ou une force. La fragilité sans amis est une horreur. C'est pas simplement un frein, c'est une horreur. Quand on se sent faible et qu'on n'est pas aimé, c'est un drame. Qu'est-ce que le faible a besoin? Une rencontre. Je voulais parler quelques mots sur la rencontre. Rencontrer quelqu'un. Pas le dominer, pas être en dessous de lui, mais de te rencontrer. C'est extraordinaire de te rencontrer. Et que tu dis ce que tu vis. N'est-ce pas, Perrine? Te rencontrer. Il faut dire qu'on s'est rencontrés quand tu étais beaucoup plus petite. Enfin, on peut pas même. C'était sous la table. Rencontrer quelqu'un. Nous avions à l'Arche un psychiatre qui disait qu'il ne professait pas la foi. J'ai rarement vu un homme d'autant de sagesse. Je voudrais dire quelque chose qu'il m'a dit. J'ai dit, Patrick, pour toi, qu'est-ce que c'est la maturité humaine? Vous savez ce qu'il m'a dit? La tendresse. La tendresse. Qu'est-ce que c'est la tendresse? Après que Patrick est décédé, on a trouvé un petit papier sur ce qu'il a écrit sur la tendresse. La tendresse qui est au cœur de la rencontre, où je ne te juge pas, je ne te condamne pas, je partage ce que je suis, et tu partages ce que tu es. L'Arche est fondée sur la rencontre. Avant de lire ce que Patrick a écrit, Virginie a dit quelques petites choses que j'ai faites, mais ce que j'ai découvert en 1964, c'est quelque chose que vous ne le croirez pas. Le drame des personnes fragiles sont les gens les plus humiliés, les plus opprimés, les plus mis de côté que vous pouvez imaginer. Ce que j'ai vu en France, ailleurs, c'était horrible. Et c'est dans une institution pas très loin de Paris que j'ai rencontré deux hommes. Raphaël, qui avait eu une méningite, était plutôt fragile, il ne parlait pas, son corps pouvait tomber. Et puis Philippe, qui avait eu une encéphalite, qui avait une jambe paralysée, un bras paralysé. Lui parlait trop. Je ne sentais pas du tout que je voulais entrer dans le système. Il y a un système d'institutions, de trucs. Je ne voulais pas entrer dans le système. Parce que d'entrer dans le système, on est tué par le système. Il y a un livre qui vient de sortir ces jours-ci par un certain Robertson, qui disait au fond le drame de nos pays, c'est qu'on veut que tout le monde devienne un robot, que tout le monde soit bien normal, bien tranquille, et qu'on fait tout pour casser la créativité, pour mettre en route une communauté de l'âge à Strasbourg, pour s'y mettre. Autrefois, c'était tout facile, en 64, d'aller voir le DAS. J'étais soutenu par un psychiatre. J'ai acheté une maison délabrée. Il n'y avait même pas de toilette. Il y avait quand même de l'eau.
on donne toutes les permissions, et puis ça y est, j'ai commencé avec Raphaël et Philippe. Évidemment, aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire. Oui. J'ai découvert l'horreur. Martin Luther King s'est révolté de la façon dont on a traité les Noirs aux États-Unis. Bon, il a été tué. Nelson Mandela, d'autres. Certains d'entre vous, vous connaissez The Lady? Aung San Suu Kyi. C'est une femme extraordinaire qui s'est mise en face du Yonch en Birmanie, et elle avait la liberté, la créativité de dire non à l'injustice. Donc avec Raphaël et Philippe, j'ai commencé à vivre avec eux. C'était extraordinaire. C'est pas du tout une œuvre de justice, oui, c'est une œuvre de justice, vous voulez. Mais on s'est beaucoup, beaucoup amusé. Vous savez, de vivre ensemble avec des gens plutôt fragiles, c'est super. Vous savez, je vais vous dire des belles phrases, vous allez applaudir à la fin, mais qui va s'engager après? I do not know. Mais on a besoin aujourd'hui des gens qui s'engagent. Et je ne parle pas uniquement dans l'arche. Bon, je ne vais pas décourager les gens mais de s'engager pour la justice, pour la vérité, pour qu'on découvre le mystère de la rencontre. Je suis allé en Chili il y a quelques années pour faire lumière. Arrivé à Santiago, l'aéroport, je suis accueilli et puis on me conduit jusqu'à la ville, Santiago. À un moment, mon chauffeur me dit à gauche, tous les bidonvilles de Santiago. À droite, toutes les maisons riches protégées par la police et les militaires. Il ajoute, et personne traverse la rue. Personne traverse la rue. Les centres pour les personnes avec le mal. Il y a toujours des beaux murs autour. Qui peut entrer et rencontrer? La même chose pour les prisons, la même chose pour le monde de la maladie mentale, la même chose pour toutes ces maisons de gens âgés où il y a tant de gens qui ont Alzheimer. On a peur. On a peur parce qu'on ne sait pas quoi faire. Oser la rencontre. Il ne s'agit pas de changer un grand truc, il s'agit d'oser la rencontre. De traverser le mur, de traverser la route et oser la rencontre. Qui va oser la rencontre? Moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais dans une situation où je pouvais oser la rencontre. Et puis j'ai accueilli Raphaël et Philippe. J'ai découvert qu'au fond, tout ce qu'ils voulaient, c'est que je les regarde comme des êtres humains, comme vous et moi. Simplement, et puis de s'amuser. Parce que disait Virginie, c'est super d'être à l'âge. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de monde. Je ne suis pas en désaccord avec les études, d'ailleurs, je ne pourrais pas dire beaucoup de choses ici, c'est pas que. Et puis j'ai fait moi-même de petites études à droite et à gauche, mais rencontre. J'ose vous lire un tout petit peu ce texte sur la tendresse comme sentiment exprimé reste souvent tabou. Elle nous appelle trop à offrir ce que nous avons de tendre, de doux, plus de carapace protectrice.
Nous nous exposons et risquons à tout instant d'être blessés. Comment pouvons-nous tenter l'aventure du contact interhumain, doux, délicat, rassurant, avec un geste de désir affectueux et calmant? La tendresse est l'unification de l'être. Elle apporte une sécurisation avec le soulagement. La tendresse est à l'intérieur des choses, c'est le pôle opposé à la violence. L'opposé de la violence, ce n'est pas la non-violence, c'est la tendresse. Elle implique la compassion, cette capacité à souffrir avec autrui, avec l'idée d'un destin commun. La souffrance est inséparable du bonheur. Être adulte, c'est être tendre, c'est être fragile, comme tout le monde. C'est d'être tout le monde. Et c'est le lieu de la rencontre. Je lisais l'autre jour une réflexion d'un psychiatre qui disait combien de gens que je rencontre ont un besoin énorme d'être consolés. Tant de gens se sentent blessés, tant de gens sentent la vie plus ou moins comme un échec. Tant de jeunes qui n'arrivent pas à faire les études qu'ils souhaitaient se sentent dans un monde de l'échec, se sentent mis de côté. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous regarde avec tendresse. Tendresse, ce n'est pas juste les mains, c'est une façon de regarder, une façon d'écouter. Dis-moi ton histoire. Un des responsables de l'Arche en Australie, avant d'être responsable de l'Arche, agissait auprès des personnes prises dans la prostitution. Et elle m'a raconté comment un jour, elle a rencontré un jeune dans le parc de Sydney, un jeune qu'elle avait suivi un peu. Et puis il est en train de mourir d'une surdose de drogue. Ses dernières paroles avant de mourir étaient « Tu as toujours voulu me changer. Tu ne m'as jamais accepté comme je suis. » Comment accepter? Mère Thérèse dit qu'au début, devant certaines situations, et elle parlait peut-être des gens mourant dans la rue, c'est le recul, le dégoût. Puis on s'approche, elle dit c'est la compassion. Je découvre que tu es d'abord un être souffrant. Et puis elle dit si on va un peu plus loin, on découvre l'émerveillement. Comment accepter ce jeune homme dans la prostitution? Comment trouver le lieu de la rencontre où je peux t'écouter? Parce que ce jeune dans la prostitution, il a une histoire. Il n'a pas besoin d'être jugé, il a besoin d'être écouté. Il a une histoire. Une histoire de souffrance, une histoire de rejet, une histoire peut-être de choses très difficiles dans sa jeunesse. Il a besoin que quelqu'un l'écoute avec tendresse. Ou risquer les lieux de l'écoute et de la tendresse. Où on ne juge pas, mais on reconnaît que tu es plus beau que tu n'oses le croire. C'est ça ce que j'ai découvert avec Raphaël et Philippe et tant d'autres. Ils sont plus beaux qu'on n'ose le croire. Bien sûr, Raphaël ne serait jamais à donner des cours dans une université. Il avait seulement quelques mots. Mais il a eu une expérience de la souffrance, il a eu une expérience du rejet,
Il avait une expérience et une recherche de l'amour qui était extraordinaire. Il aimait rire. Parce que le rire chez nous, c'est souvent un mode de réflexion. Non. On va pas obligé de parler tout le temps de l'économie sociale. Oui. Mais savoir se voir comme des humains entre les humains. Qu'est-ce que les humains sont beaux? Comment découvrir dans chaque être humain le trésor que tu es? Bien sûr, tu as des difficultés à parler. Bien sûr, tu as des difficultés à apprendre. Bien sûr, tu as toutes sortes de choses. Mais profondément, tu es un être humain. Et parce que tu es être humain, tu es plus beau que tu n'oses le croire. Quelqu'un me disait dernièrement qu'il travaillait auprès des personnes qui ont Alzheimer. Et il me disait au fond que la personne qui a Alzheimer a besoin, c'est qu'on touche son corps, ses mains, et qu'on soit tellement présent qu'elle a envie à ce que ce qui est le plus profond dans sa personne puisse monter. Rencontrer. Et la rencontre est toujours quelque chose de très personnel. Pour ce changement de traverser la route dans cette route qui allait de l'aéroport à Santiago, il faut d'abord rencontrer les gens. Il ne s'agit pas de dire que ce sont des gens terribles, que c'est ceci ou cela, porter des jugements globaux. Il s'agit toujours de risquer la rencontre. J'ai fait une rencontre l'autre jour qui m'a beaucoup touché. C'était dans le Gare du Nord à Paris. J'étais un peu fatigué et le train était un peu en retard. Et je rencontre un mendiant qui est là avec un gros chien à ses pieds. Et je me sentais attiré vers lui. C'était un jeune de 25-35 ans, un visage. Et je suis allé le voir, j'ai serré la main, j'ai dit, comment tu t'appelles? Je dis, moi je m'appelle Jean. Et puis, tu viens d'où? Et puis après, j'ai dit, tu sais, je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi, mais je suis content de te rencontrer. Et puis à un moment, il m'a regardé, il a dit, tu sais, je suis là depuis des heures et personne m'a regardé. Tu m'as regardé. Merci. Et puis, je suis parti. Rien n'a donné, sauf lui m'a rendu à moi ce qui est le plus précieux de mon humanité. Et le plus précieux de mon humanité, c'est de rencontrer un autre être humain. Et que je suis content de te rencontrer. Je crois que j'ai donné à lui ce qui est le plus précieux de son humanité. C'est qu'il est mon frère. Il est mon frère en humanité. Tout être humain est notre frère, notre sœur. Je vous avoue que si j'avais demandé à quelqu'un d'autre qui attendait le train, bonjour monsieur, comment tu t'appelles? Merci monsieur. Les mendiants, on peut les rencontrer. Mais ce qu'ils ont besoin, c'est votre regard. Mon regard. Avec tendresse, sans jugement. Je ne peux rien donner, je suis désolé. C'est simplement mon regard. Je
je ne peux pas dire que j'ai souvent fait de ces rencontres-là. J'ai eu d'autres rencontres où j'appelle une dame sincèrement des prêts, ma cause, et dit donne-moi du fruit. Je dis pourquoi tu as besoin de fruits? Je dis j'ai pas bouffé. Mais pourquoi tu n'as pas bouffé? Parce que j'ai sauté le mur de l'hôpital psychiatrique. Je voyais très vite que ce n'était pas un petit peu d'argent qu'on avait besoin de la gueulière pour dormir, peut-être un homme, peut-être ceci, peut-être cela. Et je lui ai dit, excusez-moi. Et je l'ai laissé. On lui donne un petit quelque chose. Donc, on a peur. On a tous peur. Et comment être vrai dans la rencontre? Je disais que ce qui me touche profondément avec l'âge, c'est la découverte de l'humiliation des personnes avec le handicap. Ils ont été opprimés, méprisés, etc. Mis de côté, vus comme sans valeur. 97% des gens qui se vivent sont avortés. On ne veut pas, ça gêne. Si on veut agir pour la paix, si on veut agir pour la justice, il faut être un peu gênant. La beauté de l'art. Est-ce qu'on verra après le truc? On va le voir. Vous verrez ce que c'est l'art après. Hein? C'est rigolo. Vous allez découvrir si l'art c'est comme ça, je n'ai fait pas. Mais, enfin, vous verrez. Je dis ça pour que vous ne partez pas trop vite. Comment s'appelle le chanteur? Jean-Jacques Goldman. Vous l'avez entendu parler de lui? Alors, moi, je ne suis pas très autour. Mais enfin, il était super avec notre communauté à Marseille. Au fond, dans la rencontre, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que ta pauvreté rencontre ma pauvreté. Je suis un être humain qui a souffert et que va sûrement aussi souffrir un peu plus. J'ai 85 ans maintenant. Le problème, c'est que je vais aller plutôt en descendant en montant. Les statistiques sont beaucoup là-dessus. Donc, je suis de plus en plus fragile. Le fait, c'est pas mal d'être fragile. Maintenant, quand je marche, je prends le bras de Virginie. Il y a 20 ans, j'aurais peut-être pas osé. Mais maintenant, je vois avec ma fragilité, mon affectivité grandisse. Parce que de fait, plus on est fragile, plus on a besoin d'une rencontre. D'une rencontre qui n'est pas méprisante, mais une rencontre qui dit tu es important comme tu es. Enfin, tu es gentil, de m'accepter de me donner ton bras. Bien sûr, je pourrais marcher tout seul. Je crois qu'il y a Odile qui est là, qui pense toujours que je vais tomber. La rencontre, sans peur, sans vouloir même tout changer. À l'Arche, dans ma communauté, on a un petit lieu qui s'appelle la ferme. Et la ferme, c'est un lieu centre spirituel où on fait des retraites, où il y a des retraites. C'est très beau. Parce qu'on accueille souvent ceux qui ne peuvent pas aller ailleurs. D'abord, des retraites pour les sans domicile fixe. Ils sont merveilleux. On a une petite retraite pour des femmes prostituées.
Il ne savait pas très bien ce que c'était une retraite. Je vous avoue, ce que j'ai découvert, il devait venir à 14 et il n'y en avait que 2. Il y avait une qui venait de Nigeria, qui ne parlait pas un mot français. Je lui ai dit, dis-moi ton histoire. Un petit village de Nigeria. Il dit, on m'a amené au Caire. De Caire en Turquie. De Turquie en Grèce. De Grèce à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un monde en dessous, comme il y a. Le nom de cette jeune femme prostituée, c'est un très beau nom. Elle s'appelait Blessings. Elle ne parlait pas un mot français. Et de l'écouter, je vous avoue, ça m'a impressionné. L'autre était du Congo. Elle m'a dit qu'on m'a amené à Paris. On m'avait donné des papiers pour. Je suis passé. On m'a amené par un train et on m'a emmené dans telle ville. On me l'a laissé dans la gare et ils sont partis. J'ai passé 2 jours à la gare. Et heureusement, des gens m'ont rencontré, m'ont amené à une groupe de gens qui travaillent avec les gens. Et quand on écoute les gens, on est stupéfait de ce qui se passe. Et je ne pouvais pas demander plus de questions à Blessings ni à l'autre, parce qu'en même temps, ils ne savaient pas très bien qui j'étais, bien sûr, à la ferme, etc. Et puis ils se méfient un peu quand les soucis ou cela, est-ce qu'on peut dire leur histoire à la police? Enfin, il vaut mieux ne pas demander trop de questions tant qu'il n'y a pas une confiance profonde qui se instaure. Je dirais la même chose pour les gens sans domicile fixe. On a aussi des retraites pour des gens qui sont homosexuels. C'est très important. Je rencontrais l'autre jour un homosexuel qui m'a dit « Est-ce que tu as entendu ce que dit le pape François ?» Il a dit « Je ne juge pas les homosexuels. » Il m'a dit « C'est le plus beau jour de ma vie !» L'important, c'est d'écouter. C'est important d'entendre ce que les gens vivent et qui attendent une rencontre qui ne les juge pas. Alors, toute la question, c'est comment risquer cette rencontre sans se mettre au-dessus, sans vouloir prouver que je suis mieux que toi, que je ne suis pas mieux que toi. Je ne suis que moi. Avec mes fragilités, avec mes pauvretés, je ne suis que moi. Et toi, tu es toi. Et tu rencontres. Pour entrer dans une rencontre de communion. C'est très beau, une rencontre de communion. Et je dirais que c'est ça ce que j'ai découvert à Trois-Lumières, à l'Arche et à Trois-Lumières. De voir des gens qui ont trop souffert, comme Pauline est venue à l'Arche quand elle avait 40 ans. Elle était hémiplégique. Elle était un bras paralysé, une jambe paralysée, elle était épileptique. Et ce qui était le plus complexe avec elle, c'était sa violence. C'était une femme très violente. Elle ne pouvait pas frapper quelqu'un parce qu'elle serait tombée, etc. On avait un très bon psychiatre à ce moment-là, avant Patrick, c'était Harold. Et Harold nous a expliqué, tu sais pourquoi elle est violente. Depuis 40 ans, elle a été humiliée. On
on l'a traitée comme rien. La famille ne voulait pas d'elle comme ça. La famille voulait une belle enfance, c'est évident. Mais ils n'ont pas accepté. Elle se sentait humiliée à la maison, humiliée à l'école, humiliée dans la rue. Elle se détestait elle-même. Elle détestait son corps. Heureusement, à l'AF, nous accueillons des gens comme Pauline, et puis ils peuvent rester toute leur vie. Et ça peut prendre du temps. Et Errol Franco nous disait, c'est très simple, son cri, c'est un cri, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'apprécie? Est-ce que je suis quelqu'un pour quelqu'un? Donc ça va prendre du temps. Et c'est évident qu'avec Pauline, de créer le lieu de la confiance, parce que tout est là. Créer le lieu de la confiance, où elle pouvait avoir confiance en nous, et que nous, on pouvait avoir confiance en nous. Et tout cela prend du temps. 1000 petits gestes qui montrent qu'on a confiance en elle. Qu'on a confiance que derrière toutes ces violences, il y a toi. Il y a toi. Ton cœur de femme qui attend quelqu'un qui t'apprécie. Parce que le fond de tous, on a besoin d'être aimé. On a besoin d'une relation amicale, d'une relation qui est faite de tendresse. Et une tendresse où, comme dit Patrick, je laisse tomber le carapace. Je laisse tomber tout ce qui fait que tu peux avoir peur de moi. Tout ce qui fait que je suis sur l'échelle sociale plus élevée que toi. Quelle est cette échelle sociale? On est simplement des êtres humains avec des êtres humains. Et c'est vrai que Pauline, ça a pris du temps pour qu'elle s'appelle, pour qu'elle trouve qu'elle est aimée comme elle est, qu'elle est appréciée comme elle est. À un moment, elle avait entendu parler de Jésus dans la communauté. Chez nous, tout le monde vient. La seule fois qu'on demande, c'est que vous croyez profondément dans l'être humain. C'est vrai que le fondement de la communauté, quand j'ai commencé à dire fondement de l'Évangile, parce que j'ai passé quand même 8 ans dans la marine de guerre, je peux dire que la guerre est une chose épouvantable. À la fin de la guerre, quand on a vu la bombe atomique et on a découvert l'Auschwitz, la guerre était impossible et il faut faire tout pour œuvrer pour la paix. Accepter l'autre comme il est. Et c'est vrai que pour moi, Jésus avait du sens. C'est qu'on ne pourrait trouver la paix si on commence à agir avec ceux qui ont été le plus humiliés et le plus en bas. Il ne s'agit pas de faire la paix de haut en bas et du bas en haut. Rencontrer les gens les plus fragiles, les aider à découvrir leur beauté, découvrir leur vérité. Là, aujourd'hui, on a une communauté à Damas. C'est pas si simple, il faut vous imaginer. Approche, et la guerre s'approche, oui. Notre communauté, de fait, le foyer est de fait peu pour des chrétiens, mais on a des ateliers où on est musulmans et chrétiens ensemble. Il y a quelques jours, la communauté de Damas est allée à Beyrouth, les routes étaient ouvertes, et ils ont rencontré Widad, qui est une Irakienne dans ma communauté, qui suit les communautés au Moyen-Orient. Et ensemble, ils ont posé la question,
quelle est la mission de l'Arche à Damas aujourd'hui. Chacun a pu parler, c'était le conseil d'administration et le conseil communautaire. Ils ont dit deux choses. La première, c'est de ne jamais pétrir par la peur, mais de continuer à célébrer la vie. Parce qu'avec des gens comme Perrine et d'autres, on peut toujours célébrer la vie. C'est pas vrai. On peut célébrer la vie. La deuxième chose qu'ils ont décidé, c'était qu'il ne faut jamais être des murs, mais toujours des fenêtres. Ils ont ajouté, de temps en temps, les fenêtres se cassent. On a une communauté à Bethléem, avec les Palestiniens. C'est très beau. Depuis presque 20 ans, on a une communauté avec les Palestiniens. Ce terrible mur de 150 km, de 8 mètres de haut. Mais du côté palestinien, il y a des groupes de gens, chrétiens et musulmans, dans un groupe qui s'appelle Sabil, qui œuvrent pour la justice par des moyens non violents. Ils me touchent. Du côté juif, on trouve des hommes et des femmes merveilleux, un groupe d'avocats juifs qui luttent pour la justice pour les Arabes en Galilée. Comment il y a un groupe de rabbins également qui luttent. Et enfin, nous pouvons chacun faire quelque chose. Mais notre communauté à Bethléem, je vous avoue, ça me touche beaucoup. J'étais là il y a 1 an et demi, je crois. C'était très touchant. Il y a une quinzaine d'hommes et de femmes, musulmans et chrétiens. Nous travaillons ensemble, on a créé une communauté ensemble. Oui. Les pauvres nous rassemblent. Souvent, ce sera peut-être la difficulté, le dialogue entre chrétiens et musulmans. Et si on est là pour œuvrer pour les plus fragiles, on est ensemble. De la même façon, sur l'écuménisme, sur toutes les différentes formes, dans toutes nos communautés aux États-Unis et au Canada, sont écuméniques. C'est là, protestants et catholiques, on est ensemble avec les gens les plus faibles et on peut être pleinement unis parce qu'on a la même humanité, on a les mêmes cœurs fragiles. Ça ne veut pas dire qu'il faut altérer notre Église ou notre religion, non. Elle est au fond, et le fond, c'est d'aimer. Et d'aimer l'autre qui est différent. C'est d'écouter Jésus qui a parlé du bon samaritain. Et le bon samaritain, à la différence de ces deux hommes qui précédaient, qui étaient deux juifs, et puis c'était le bon samaritain, Jésus demande quel des trois a traité celui qui était par terre comme son voisin. C'était le samaritain. Jésus dit, va et fais lui-même. C'est à chacun de nous de ne pas que notre groupe, que notre culture ne soit jamais une prison, mais une porte ouverte aux autres. Le danger dans notre monde, c'est que la culture ou la religion devient une porte fermée au lieu d'un lieu pour que ça devienne une fontaine, pour qu'on puisse rencontrer l'autre, voir l'autre, découvrir la beauté de l'autre, parce que tu es un être humain, tu es aussi un enfant de Dieu, tu es précieux, et je voulais le reconnaître. Pour cela, c'est vrai qu'il faut la communauté. Et c'est ça ce qui est super à l'Arche, c'est qu'on est ensemble, on aime bien rigoler, on va voir encore mieux dans quelques instants le rigolade de l'Arche, mais c'est d'être ensemble. On est entré dans un monde d'individualisme atroce où tout le monde doit être comme tout le monde, au lieu d'être ensemble
pour que notre monde devienne un peu meilleur. Et que nous luttions ensemble pour la justice, pour la vérité, et pour que chaque être humain puisse être reconnu comme quelqu'un d'important. Je vais m'arrêter maintenant, parce que ça doit être le temps que tu dises quelque chose, non? Au début de la présentation, vous avez dit ce que j'ai fait à une époque où je ne pourrais plus le faire aujourd'hui. Et la question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le refaire aujourd'hui? C'est un problème d'argent? Est-ce qu'on serait plus pauvre aujourd'hui? Ou moins généreux aujourd'hui? Vous avez souligné le fait que les gens ont peut-être peur. Est-ce qu'on aurait plus peur aujourd'hui qu'à une certaine époque? Ou c'est pour des raisons légales? Est-ce qu'on a construit un monde trop compliqué pour faire certaines choses? Qu'est-ce qui nous bloque finalement aujourd'hui? Ça, le problème des hommes. Les normes. C'est pas une petite histoire. On a décidé, en haut lieu, encore à Bruxelles, que chaque chambre devait être 16 mètres carrés. C'est bien pour chaque personne de handicap. Ça nous a obligés de transformer 23 foyers. Donc, quand j'ai commencé, c'était une petite maison, on était deux, etc. On vivait pauvrement, simplement. C'était ainsi. Donc, il y a également aujourd'hui, quelque chose est entré dans la conscience universelle qu'on peut supprimer les personnes avec un handicap à l'avortement. C'est complexe. Quand un jeune couple aujourd'hui attend un enfant, une prise de sang, on va découvrir qu'il y a un handicap, on n'a même pas besoin de faire un myosynthèse. Donc il y a quelque chose de la conscience collective, c'est qu'on peut les supprimer et qu'ils sont pas etc. Donc on est devant un autre monde, et un autre monde. Dans les années 60-70, c'était les années de décommunauté. Aux États-Unis, des Jesus People, les hippies, on va aller avec quelques fraises, on va aller dans la montagne, on va visiter sa vie. Enfin, il y avait un sens, et c'était un peu la suite du mai 68, qui avait du positif et du négatif. Dans le positif, il ne voulait pas une autorité brimante. Il y avait d'autres éléments négatifs. Mais l'idée qu'il fallait vivre ensemble, ça a été transformé maintenant dans l'individualisme, le succès, et on trouve tellement de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas réussi certains examens qui sont considérés. Donc, les jeunes, il y a une fragilité, bien sûr. 1960-80, tout était possible. La créativité, on va faire des choses. Donc, il y a des choses qui changent et c'est plus difficile aujourd'hui que groupe de gens se mettent ensemble. Enfin, c'est là essentiellement un certain nombre des choses qui sont Est-ce qu'on pourrait dire qu'en fait, c'est un fait qu'une plus grande partie de la population s'habitue à une forme de confort, et donc ils n'osent plus, ils sont plus créatifs, et ils ne s'occupent plus du restant de la population? Il y a quelque chose. Par exemple, aussi, je vois dans les années 60-70, le nombre d'associations pour la paix. Lutter pour la paix. Bon, c'était les années de la guerre froide, de la révolution. Je vous assure que c'est pas ce qui est humain. Et l'idée de lutter pour que les êtres humains puissent se rassembler, se rencontrer et partager,
Merci. Alors, je ne sais pas si on a trié les questions de si. Alors, juste avant de vous laisser prendre les prochaines questions, il y a juste une phrase que vous avez dit qui m'a beaucoup plu et à mon avis, je vais la réemployer. Vous avez dit le lire, c'est une forme de réflexion. Et quand je vois le sérieux apparent d'un certain nombre de personnes qui nous dirigent, je me dis qu'ils ont quand même un peu de réflexion. Alors, j'ai une question qui va te plaire. Quelles sont les difficultés dans la vie communautaire? L'autre. Ça si bien que tout le monde soit comme moi. Mais ils ne sont pas. Ils ont différentes compulsions, différentes attitudes, différentes ceci et cela. La vie communautaire n'est pas facile. Vous ne croirez pas qu'il y a 3 chefs d'entreprise qui sont venus me voir il n'y a pas très longtemps. Ils font partie d'une entreprise où il y a 5000 ouvriers à travers le monde. Et le grand chef est un Américain. Dans les usines, ils font des petits trucs pour les sous-marins américains. En France, ils font des petits trucs pour les voitures, etc. Et le grand chef a dit à tous les employés, je veux que toutes nos usines et lieux deviennent des communautés. Je dis, vous n'êtes pas un tout petit peu idéaliste. Est-ce que c'est les ouvriers qui veulent être communautaires ou est-ce que c'est le grand chef? On dit c'est le grand chef. Alors, on a commencé à réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'il veut dire par communauté? Il y avait 2 choses. Une qualité pour tout le monde d'œuvrer ensemble, en harmonie. Et deuxièmement, qu'il y a un souci que chaque ouvrier soit bien. Alors, je leur ai dit, au fond, la seule chose que vous pouvez faire pour créer une communauté, c'est que tous les chefs changent. Et au lieu d'être des gens qui décident, il faut qu'ils commencent à écouter les gens. Et que chaque ouvrier, qu'ils ont le souci du bien-être de chacun. Alors, ils étaient d'accord. Enfin, c'est pour dire que la communauté demande qu'il y ait un souci et une conversion profonde du cœur pour que la mission devienne plus importante que mes idées. Je vais vous lire un texte qui est très intéressant par l'ancien patriarche de Constantinople, Anaxagoras. Et voilà ce qu'il dit. Il faut mener la guerre la plus dure, qui est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant de longues années. Elle a été terrible. Et maintenant, je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir toujours raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets, etc. Lutter contre soi-même. Je vais montrer comment je fais plus que ça. Pourquoi je suis mieux que ça. C'est une qualité d'écoute, si tu veux, c'est une humilité. D'écouter l'autre et de voir dans l'autre. Donc la vie communautaire n'est pas simple. Ça simplifie à l'âge, parce que la mission est une mission super. C'est de vivre avec Perrine et d'autres, n'est-ce pas?
et de créer un lieu avec eux de joie. Donc la lutte pour prouver que je suis mieux que toi, la mission fondamentale qui permet de structurer la communauté, c'est le bien-être des gens les plus faibles. Et vivre avec les gens plus faibles, ils ont une capacité de nous faire du bien qui est extraordinaire. Donc, la difficulté de la vie communautaire, c'est l'autre, différent. Et il faut que moi, je change pour accueillir l'autre, respecter ce que tu dis, et comme dit Athanagoras, il faut être désarmé. En fin de compte, c'est ce qu'on apprend dans tout ce que, quand on parle de la non-violence, quand on parle de la communication non-violente, une qualité de comprendre ce que tu dis, l'écouter et de le comprendre sans t'interrompre et dire que je suis plus connaissant que toi. Encore une question? Elle va te plaire parce que tu avais suggéré que je te la pose. Existe-t-il des lieux de rencontre amicales pour des personnes en situation de handicap? Oui. Je crois que de fait, ça va naître de plus en plus. Ce que j'appellerais des clubs. Je vais vous dire, c'est pas bien, mais des clubs. Il faut créer des clubs dans les quartiers où des gens qui ont une fragilité particulière, que ce soit des personnes atteintes de la maladie mentale. Il faut des lieux de la rencontre où on peut parler, jouer aux cartes. Il y a trop de gens qui sont présents. Il y a également Foi et Lumière, que j'ai commencé avec Marie-Hélène Mathieu en 1971. Et ça, c'est des communautés de rencontres pour les personnes avec handicap, avec leurs parents et des amis. Il y a maintenant 1500 communautés comme ça à travers le monde. Ils sont où on se rencontre, où on a un temps d'être ensemble pour célébrer la vie. C'est important de célébrer la vie, de partager. C'est important la parole. Quelqu'un me disait l'autre jour, ça m'a beaucoup intéressé, c'est un psychologue qui travaille dans certaines institutions douloureuses. Et il me disait, ce qui me frappe dans beaucoup d'institutions, c'est qu'il n'y a pas le lieu de la parole. Le lieu de la parole où on parle de la mission de l'institution et qu'on peut partager ensemble là-dessus. Donc la parole, des lieux où des personnes puissent dire ce qu'ils ont envie de dire, que ce soit des personnes atteintes d'une maladie ou d'autres, qui puissent avoir des lieux où on puisse parler et s'écouter mutuellement. Je dois dire que Foi et Lumière n'existe plus dans le Bas-Rhin. C'est un appel à relancer des groupes comme ça. Et il y a pas mal de questions, pas techniques, mais comment ça fonctionne concrètement, et votre projet, racontez, dites-en-nous davantage. Merci. Ou alors, et vos ressources, ça ce sera pour toi Patrice à la fin. Mais là, je vous invite à soit nous rencontrer les membres de l'association ici en fin de conférence, ou alors à un temps qu'on vous propose au mois de janvier. Vous l'avez sur le petit papier, samedi 25 janvier, où on pourra vous en dire plus. On aura déjà passé l'appel au projet et on pourra vous en dire plus sur les conditions d'admission, notamment. Donc un appel aux familles en particulier et aux personnes qui réfléchissent à leur projet.
Voilà, ça c'était pour vous dire qu'il y aura d'autres moments où on pourra détailler comment ça se passe. Et je voudrais poser une dernière question aux gens. Deux questions qui sont magnifiques et qui font écho l'une à l'autre. Quelle attitude avoir envers les personnes toxiques, c'est-à-dire qui nous font du mal, à nous ou nos enfants? Les accepter? Point d'interrogation. Et l'autre, c'est à peu près pareil. On voudrait aimer forcément, mais on n'y arrive pas. Que faire? Être vrai. Et s'ils sont impossibles, il faut lui dire qu'ils sont impossibles. Tout n'est pas permis. Il faut être vrai, il faut dire la vérité. Je ne dis pas qu'il faut faire des sanctions, etc. Non. Mais il faut dire la vérité quand il y a des choses qui sont impossibles, qui rendent la vie impossible. Et il ne faut pas ne pas avoir peur d'être vrai et de mettre les gens à la porte. S'il faut mettre les gens à la porte, il faut les mettre à la porte. Parce que leur présence apporte, si j'ai bien compris, un danger pour eux. S'ils sont un danger pour eux, c'est pas possible. Il faut aussi avoir des cours, des professionnels, etc. Il faut aussi savoir travailler avec la police. Il ne faut pas avoir peur de travailler avec des gens compétents, surtout dans ce domaine. Et puis c'est vrai que les situations de jeunes qui sont pris dans la drogue et qui ont perdu la tête, là encore, il faut absolument aussi vrai. Et la dernière? Ah. Je relis la dernière. On voudrait aimer, forcément, mais on n'y arrive pas. Que faire? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui arrive? On n'arrive pas, c'est évident. Mais on peut s'entraider, on peut admettre que c'est difficile. Je vous avoue que, vivant à l'âge, j'ai découvert toutes les violences. Je suis quelqu'un assez violent. Oui, j'ai l'air gentil là-haut. Et je vous avoue, en vivant avec Lucien, qui avait une grande fragilité, plus qu'une grande fragilité psychologique, qui hurlait, et ces hurlements venaient parce qu'il a dû être séparé de sa mère qui a été hospitalisée, lui est donc venu dans notre communauté. Et ces hurlements, c'était des hurlements d'angoisse, mais je peux vous dire que ces angoisses éveillaient mes angoisses. Et mes angoisses, je voyais monter mes capacités de rejet, de haine et de violence. Heureusement, je suis en communauté et je peux arriver. Mais nous sommes, aimer, c'est un long chemin. On a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être guidé, on a besoin de prendre conscience des violences et des peurs qui sont en nous. La plus grande drame de l'humanité, c'est les peurs. Nous avons peur. Il faut verbaliser nos peurs. Il faut en parler. Et puis il faut se soutenir devant nos peurs. Et pas simplement se cabrer et se fermer. Donc, c'est un long chemin. C'est un long chemin de m'accepter comme je suis. Accepter l'autre comme il est. J'ai besoin d'une communauté, j'ai besoin de professionnels qui me soutiennent, j'ai besoin de ma foi et de Jésus, j'ai besoin de tout cela. C'est un long chemin, et le plus important, c'est de vouloir avancer, c'est tout. It's okay, alors chose promise, chose due, on regarde le truc. Hein